Merci d'être parmi nous si nombreux ce soir à cette projection, débat, programmé dans le cadre des Jeudis de Lima, surtout à la veille d'un 1er novembre. Il est vrai que j'avais un peu la trouille tout à l'heure avec nos amis à cause de ça et puis à cause du froid, mais en tout cas, votre présence nous réchauffe. Voilà, donc troisième épisode de cette série dont certains d'entre vous ont vu sur Arte, et nous on a choisi donc ici à l'Institut du monde arabe de présenter le troisième épisode qui couvre donc cette période de la séparation 1789-1945. Et ce sera l'occasion de débattre après la projection du film avec le réalisateur Karim Miskey, que je remercie vivement pour ce beau film qui a eu évidemment l'éloge de la presse que vous avez pu suivre d'ailleurs un peu partout, que ce soit Libé, Le Monde, Le Figaro et j'en passe. Et puis on a avec nous ce soir également, mais malheureusement il ne va pas rester jusqu'à la fin, Alex Chalat, qui est chargé de programmation à Arte. Je remercie également Henri Laurence qui va nous joindre à partir de 19h. Parce qu'il a, je crois, un cours au Collège de France. Il a une obligation en tout cas, mais il sera là pour le débat. Et puis, je remercie Sonia, qui est journaliste à RFI, d'avoir bien voulu donc modérer le débat et de présenter nos invités. Voilà, c'est un moment fort, un moment crucial dans cette histoire commune, mais en même temps histoire de partage et de séparation. On le saura en regardant le film pourquoi, et puis aussi lors du débat, on aura un peu plus éclairé ces épisodes douloureux de l'histoire entre juifs et musulmans. Voilà, je passe le micro à Sonia tout de suite et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tous. Évidemment, on remercie l'Institut du monde arabe de nous accueillir ici, puisque pour ce débat et cette projection. Alors, Juifs et musulmans, si loin si proches, c'est le titre de cette série donc que vous avez pu voir sur Arte les 22 et 29 octobre dernier, ou que vous pouvez toujours voir d'ailleurs sur Arte Plus 7, au moins pour les 2 derniers épisodes jusqu'à mardi prochain, puisque c'est Arte Plus 7. Donc Juifs et musulmans, c'est une série qui commence à la naissance de l'islam, qui couvre jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire 14 siècles d'histoire pour raconter cette relation spéciale entre juifs et musulmans, d'une cohabitation plus ou moins pacifique. Là, vous allez voir l'épisode 3 qui correspond donc à un moment appelé plus sur la séparation, et vous allez voir effectivement pourquoi. C'est 4 ans de travail, donc voilà pour Phare Balize, la maison de production qui l'a produit, pour Arte aussi, et Alex Chalat qui a suivi donc toute la fabrication finalement de ce programme, Karim Miskey également, et avec juste pour vous donner un exemple de ce que ça représente, il y a 3 régions de France qui ont financé cette série. Il y a aussi le soutien de l'Alliance des cultures, qui est un organisme qui dépend de l'ONU. C'est évidemment très ambitieux de raconter l'histoire entre les Juifs et les musulmans sur 14 siècles en 4 épisodes, donc qui sont à peu près de 55-56 minutes. Celui-là fait 56 minutes. Et donc j'aurais aimé en fait poser une question à Alex Chalat, qui est donc le directeur adjoint de l'unité société et culture chez Arte, qui a donc suivi toute la progression de ce projet. J'imagine que pour vous c'était un projet important. Pourquoi avoir décidé de raconter cette histoire ? Je pense que ça correspond un tout petit peu à la réflexion et au travail qu'Arte fait sur les différents espaces géographiques qu'on accompagne. C'est évident qu'on traite de l'histoire de longue durée, de l'histoire des civilisations. Que là, on est à cheval à la fois sur de l'histoire immédiate et de l'histoire
à proprement parler, qui commence, comme vous le disiez tout à l'heure, avec la création de la 3e religion monothéiste. Donc, je dirais que c'est un peu la vocation et la mission d'Arte de réfléchir à la fois accompagner l'histoire et apporter un regard qui est un peu différent de ce qu'on a peut-être l'habitude d'entendre ou de lire ou d'écouter. Ça, c'était l'idée. En même temps, vous avez dit que c'était un programme ambitieux. C'est un programme ambitieux parce que je ne pense pas qu'on aura beaucoup l'occasion de refaire énormément de films qui essayent de s'inscrire dans une histoire aussi longue. C'est vrai que d'habitude, les réalisateurs se plaignent toujours que les chaînes de télévision ne leur donnent pas assez de temps. Pour une fois, je dirais qu'il a peut-être raison. Parce que essayer de faire rentrer 14 siècles en 4 heures, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a évidemment beaucoup d'omissions, mais je dirais que pour avoir accompagné le projet depuis le concept à l'origine, c'est vrai que le projet allait de pair avec la sortie du livre chez Albin Michel, qui est également sur la même thématique, et que c'était important qu'on essaye de trouver à la fois un regard évidemment télévisuel qui est souvent beaucoup plus artificiel que le travail que font des chercheurs, des historiens, des universitaires sur une thématique, parce que ça leur prend un travail de 10 ans et plus. Nous, ça nous a pris évidemment, et ça a pris à l'équipe de production, à Karim Misquet et à toute l'équipe de production qui l'a accompagné au montage, au son, à la musique, à l'animation, beaucoup de temps. Mais c'est vrai que c'est sur une période plus courte. Je pense que l'intérêt de ces films, c'est que ça repositionne un certain nombre de choses qu'on entend. On brasse des idées, on entend plein de choses, mais on n'a jamais les bonnes références, on n'a jamais en même temps les événements ou les faits auxquels se référer. Pour une fois, on a essayé de donner un tout petit peu quelques clés, à la fois non seulement de compréhension, mais de références historiques qui permettent de regarder cette histoire différemment et de ne pas essayer simplement de voir, bon, moi je disais la dernière fois quand j'avais parlé du film, un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que c'est vrai, nous, on est dans une histoire immédiate qui concerne évidemment le conflit israélo-palestinien, et on a un peu du mal à regarder en arrière, pas seulement de là où ça a commencé, mais ce qui s'est passé, et d'essayer de remonter vraiment loin pour essayer de comprendre qui est qui fait quoi, et comment ça s'est passé. Je pense que c'était important. Et je pense que pour ceux qui ont pu voir les 2 premiers numéros, c'était un peu ça l'idée. C'est-à-dire de s'inscrire dans une histoire qui revisite le regard qu'on peut nous-mêmes avoir sur des communautés, sur des civilisations qui ont une interactivité et une interaction beaucoup plus grande qu'il n'y paraît aujourd'hui. C'est une histoire qui est passionnelle, nécessairement, le conflit israélo-palestinien. On est dans une... Donc, évidemment, ce film, ces 4 épisodes, essaient de l'inscrire dans le temps. Mais j'imagine que c'était pas forcément toujours facile à concevoir ou même à imaginer, à produire par rapport au retour qu'il pourrait y avoir justement par rapport à ça. Donc, est-ce que vous avez senti que c'était un risque quand même de parler de cette histoire et de cette relation entre juifs et musulmans ? C'est toujours un risque, mais on le sait très bien et on l'a vu puisque bon, on a discuté au mot à mot, à la phrase à phrase, à l'image, pour savoir, on peut pas dire ça, il faut le dire autrement. Non, tu peux pas utiliser tel argument. Si tu utilises tel argument, il faudrait également voir de l'autre côté, etc. C'était pas pour essayer de rester dans un point de vue égalitaire. Comme on dit souvent, c'est 50% pour les Juifs, 50% pour les Arabes. C'est pas du tout ça. C'était d'essayer d'être le plus juste possible, d'essayer de donner le maximum de comment on peut dire, de clés. J'utilise le mot clé, mais je pense que c'est important pour comprendre. Et le risque, il est partout. Dès qu'on parle d'un sujet qui est délicat, quand on fait un sujet pour Arte, pour une chaîne de télévision publique, quand on fait un sujet sur les Arméniens, les Turcs nous appellent, et quand on fait sur les Turcs, les Arméniens disent « mais vous n'avez absolument pas parlé du génocide arménien ». Bon, et quand on fait à un moment, on peut parler des Palestiniens, et à ce moment-là, on a la communauté juive qui nous dit « mais vous avez parlé des Palestiniens ». On peut pas faire des droits de regard parce qu'on fait des films qui sont à la fois engagés, des films qui disent des choses, et donc les réalisateurs qu'on accompagne et la chaîne elle-même prend des risques, mais on essaye de rester dans un cadre qui est un cadre en fait où on n'est pas militant. Nous ne sommes pas des militants, nous n'allons pas d'un côté plus que de l'autre.
on essaye de garder une ligne qui essaye d'expliquer le monde et qui essaye d'être le plus juste possible, même si quelquefois on peut pas l'être. Alors peut-être, vous avez maintenant le point de vue de la chaîne. C'est assez rare d'avoir la possibilité de voir et le point de vue de la réalisation et le point de vue de la chaîne et aussi le point de vue d'historien. Donc Henri Laurence va nous rejoindre tout à l'heure. Je vais quand même poser la même question à Karim Misquet sur le risque que ça représente, sur les enjeux aussi de raconter cette histoire. Comment vous avez abordé les choses? Est-ce qu'il y avait des limites que vous vous êtes posées? Je pourrais répondre par une blague, en fait, pour pas prendre trop de temps. Parce qu'il y a un moment, ça a duré longtemps, on l'a dit, donc régulièrement quand j'arrivais en salle de montage, donc à Phare et Balise, on me disait alors quand est-ce que c'est que tu résous le conflit israélo-palestinien? Donc effectivement cette idée du risque elle était présente constamment. Je dirais que les limites que j'ai pu me fixer, qu'on a pu se fixer collectivement, parce qu'évidemment de ce point de vue-là, c'était vraiment un travail collectif, que ce soit avec la société de production et avec la chaîne, et on était tout le temps, on a avancé ensemble parce que l'objectif c'était vraiment le film et que le film soit le meilleur et le plus juste possible. La limite c'était pour moi, c'était comme de la fiction, en fait. C'est-à-dire, il faut rendre justice à chaque personnage, comme dans un roman, où il faut arriver à comprendre les raisons d'agir de chacun, et du coup sortir de cette manière nécessairement d'une vision qui va démoniser l'un ou l'autre. Voilà. Mais ça ne veut pas dire ouvrir le robinet d'eau tiède. Ça ne veut pas dire passer sous silence des choses mauvaises ou horribles qui ont été commises par les uns ou par les autres, mais c'est simplement de comprendre comment les choses se sont passées et effectivement de ne jamais être dans une posture militante, comme l'a dit Alex, ou dans une posture où on sait par avance ce qu'il faut penser de ce qu'on va montrer. Mais ça, je dirais que c'est l'éthique du documentariste en général. Là, c'est un film historique, mais je sais pas, moi j'ai fait il y a quelques années un film sur les interruptions médicales de grossesse, quelque chose qui n'a rien à voir, avec des questionnements sur la bioéthique. Et ce film, d'une certaine manière, en le faisant, j'oubliais moi ce que je pensais comme personne de ce que j'allais filmer. Et là, c'était un petit peu la même chose. Voilà. Bon, je pense qu'il reste plus qu'à voir ce film. Alors ne vous inquiétez pas, chaque épisode peut être vu de manière indépendante. Donc si jamais vous n'avez pas vu l'épisode 1 et 2, vous pouvez toujours vous rattraper parce que je crois qu'ils sont en vente à l'extérieur et qu'ils sont en vente à la boutique de Lima. Voilà, juste pour vous replacer, l'épisode 3, c'est donc un épisode intitulé La séparation. Donc dans les épisodes précédents, on a en gros vu une cohabitation avec un rapport de force entre les deux communautés, évidemment, mais une cohabitation pacifique, ou en tout cas avec des larges moments pacifiques. La séparation, c'est le moment où vraiment on sent le début d'une cohabitation qui s'annonce difficile et puis après qui va s'inscrire forcément dans l'épisode 4 avec le conflit israélo-palestinien. Mais voilà, donc la séparation, 1789, une date qui vous rappelle quelque chose, 1945, 56 minutes, et on fera la suite du débat après avec Henri Laurence, qui est professeur au Collège de France et qui est là, qui nous a rejoint et qui viendra débattre donc avec Karim Misquet, qui est le réalisateur. Le point de vue d'historien cette fois face au point de vue de l'auteur. On va voir comment ça se passe, et si ça se passe aussi bien qu'entre la réalisation et la chaîne. Merci. J'espère que le film vous a plu. On va commencer le débat avec Henri Laurence, qui est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine sur le monde arabe depuis 2003. Exactement. Après, je peux pas vous dire l'ensemble de sa biographie. Vous pourrez le voir sur le site du Collège de France. Il a écrit tous les livres de référence sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions sur le fond de l'histoire, notamment sur cet épisode-ci et sur l'épisode 4. Je ne sais pas si vous l'avez vu, donc qui est beaucoup plus, où en toile de fond il y a le conflit israélo-palestinien. Faut pas hésiter, voilà. Et puis Karim Misquet, qui est le réalisateur de cette série documentaire, Juifs et musulmans si loin si proches, également auteur, co-auteur. Il y a 3 auteurs sur ce documentaire. Vous imaginez évidemment qu'avec les 4 années de travail, la recherche documentaire, c'est évidemment un travail d'équipe. On va peut-être directement, Henri Laurence, parler de cette période charnière de l'histoire.
Donc avant, on l'évoque un peu, on le voyait à la fin du documentaire, on parlait du statut de dhimmi et du rapport de coexistence qui existait entre juifs et musulmans avant, donc cette période de 1789 à 1945. Peut-être en le remettant d'un point de vue historique, en quoi véritablement ça constitue une séparation? La séparation, elle est évidente de nos jours, puisqu'il y a pratiquement très peu de juifs encore présents dans le monde arabe, un peu plus dans le monde musulman, même si les communautés juives de Turquie et d'Iran sont en plein déclin démographique. Donc il y a bien une rupture historique par rapport à ce que le documentaire montre dans les épisodes précédents. C'est-à-dire, qu'est-ce qui change véritablement à partir de ce moment-là? Vous l'évoquiez avant la fin du film, c'est un peu l'entrée dans la modernité. 1789, ça vous paraît vraiment être une date sur laquelle on peut s'articuler? C'est une date symbolique, si vous voulez. L'idée qu'il faut retenir, en tant qu'historien, je parle, c'est que les sociétés traditionnelles, moi j'utilise le terme société d'Ancien Régime, elles sont fondées sur un ordre inégalitaire. C'est-à-dire que ces sociétés traditionnelles, que ce soit la société européenne, la société islamique, sont divisées en groupes, en corps, en corporations, en catégories. Et ces groupes sont fixés dans un ordre inégalitaire de prestige, d'honneur ou de déshonneur. Et chacun est identifié. De ce fait, les sociétés traditionnelles sont à la fois totalement inégalitaires, mais donnent à chacun une place reconnue, normale. Et de ce point de vue, elles permettent paradoxalement une coexistence des gens. Et puis, à partir de la fin du XVIIIe siècle en Europe, et au-delà ensuite dans le reste du monde, se mettent en place les sociétés modernes, c'est-à-dire les sociétés égalitaires, où justement les gens ont tous le même statut juridique. Et à ce moment-là, ça commence à dysfonctionner pour la coexistence sur place, parce que justement les gens n'ont plus de place. C'est à chacun à trouver sa place dans une société. Alors le phénomène extrêmement dominant, enfin qui est typique des sociétés égalitaires, c'est tout simplement le nationalisme. Et le nationalisme définit donc par conséquent l'existence d'une nation, et on a tendance à rejeter une partie des gens en dehors de la nation. Ça a été le mécanisme de l'antisémitisme en Europe, où les Juifs européens, dans la société égalitaire européenne, ont été définis comme des étrangers dans cette société. Mais c'est vrai qu'on a assez peu le réflexe, en tout cas la manière dont on enseigne cette période-là, on voit assez mal peut-être justement ces impacts négatifs, et on donne une valeur à la nation aujourd'hui et on oublie justement ce passé de société hiérarchisée, mais qui aussi avait du sens d'une certaine manière, où chacun, comme vous le disiez, trouvait sa place. Mais est-ce que ça veut dire que donc à partir de ce moment-là s'instaure donc cette idée de société égalitaire? Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas exister autre chose qu'un rapport de force entre juifs et musulmans, ou de rapport de hiérarchie? Est-ce qu'un rapport égalitaire pourrait exister? Est-ce que pour vous ça paraît être possible? Non, mais votre reportage, enfin documentaire, le montre de façon excellente. Rien n'était écrit, jamais rien n'est écrit dans l'histoire. Le fait est qu'au XXe siècle, s'est défini un nationalisme juif et un nationalisme arabe qui sont entrés dans un conflit territorial, mais pas sur n'importe quel territoire, celui de la Terre Sainte, et que donc par conséquent, dans la lutte pour la Terre Sainte, les uns et les autres ont utilisé les références
religieuse. Et donc, ce qui pouvait être considéré comme un conflit territorial ou un conflit de nationalité a pris une tonalité religieuse. Et puis, par ailleurs, la grande catastrophe pour l'ensemble des sociétés arabes a été, à travers, disons, la seconde moitié du XXe siècle, la destruction d'une société cosmopolite où des éléments divers vivaient sur le même lieu. Je veux dire, si vous prenez par exemple le cas de l'Égypte, à la fois le cas juif est lié au conflit de Palestine, mais en même temps, le nationalisme égyptien liquide aussi les communautés grecques, italiennes, françaises, syro-libanaises, au nom de la nation égyptienne. Si on fait une comparaison historique, ce qui se passe dans le monde arabe est assez analogue à ce qui se passe en Europe de l'Est. C'est-à-dire la suppression du pluralisme à travers une série de conflits, de violences. Alors c'est beaucoup plus violent en Europe de l'Est que dans le monde arabe, mais les vieilles sociétés, si vous voulez, une autre explication que je peux essayer de donner, c'est que les vieilles sociétés étaient des sociétés impériales. Et l'empire, c'est la coexistence des peuples. Et quand on remplace un empire par des nations, ben les nations se chassent les unes les autres. Karim Isquier, j'imagine que quand on choisit justement de découper cette histoire-là, 14 siècles, c'est quand même une histoire qui s'inscrit sur le long terme. Quand on choisit des dates pivots, et notamment là 1789-1945, on a déjà une réflexion derrière sur l'histoire. Un choix dans les faits, c'est le point de vue d'auteur par rapport aux faits historiques. Comment justement vous arrivez à articuler les deux ? C'est effectivement le passage, le grand élément qui fait rentrer dans la modernité, c'est le passage au nationalisme. Donc, à partir de 1789, il y a ce qu'on raconte au début du film, c'est-à-dire l'invention en France et après dans le reste de l'Europe d'une citoyenneté égale pour tous sur le principe, mais qui effectivement, on le comprend très vite, a en Europe pour contrepartie tout de suite très vite l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'en fait c'est insupportable finalement d'accepter que la minorité par excellence qui était les Juifs en Europe deviennent des égaux et bon, comme l'a dit Henri Laurence, ça va être encore plus violent en Europe centrale ou orientale, c'est-à-dire là où il y avait les empires. C'est très différent la constitution de nations comme la France, l'Angleterre par rapport aux nations qui se sont construites sur la décomposition que ce soit de l'Empire russe, de l'Autriche-Hongrie ou de l'Empire ottoman, où en fait les peuples étaient complètement imbriqués les uns dans les autres. Bon, pour pas refaire un cours d'histoire, j'aurais du mal à rivaliser. Effectivement, on a dû réfléchir au sens de chaque date. Et donc, 1789, c'est vrai que c'est une date symbolique qui parle à tout le monde. Donc, il y a forcément une rupture et quelque chose qui s'invente à ce moment-là d'un monde nouveau. Après, ça va prendre du temps. Pour s'incarner dans la réalité de la conscience, ça peut prendre même un siècle ou plus d'un siècle pour que les gens soient réellement conscients du monde dans lequel on est arrivé maintenant, parce que les manières d'agir du monde ancien continuent à perdurer. Ça peut pas partir aussi rapidement, mais bon, en tout cas pour avoir une structure de récit, c'est clair que c'était cet événement-là qui était fondateur de la modernité, c'est-à-dire du monde dans lequel on est encore aujourd'hui. Et donc c'était le pivot entre, on peut dire, il y a 4 films dans la série, mais en fait il y a 2 parties. Il y a la partie du monde ancien, donc d'ancien régime, comme dit Henri Laurence, du monde d'avant, le monde où, comme on le dit au début du film, les identités étaient simples, évidentes. On appartenait à un groupe pour des raisons religieuses ou pour des raisons effectivement de place dans la société. On naissait comme ça et on ne se posait pas de questions par rapport à ça. Et après 1789, il y a cette idée de l'égalité qui va concerner les Juifs en Europe, qui va avoir des conséquences pour tout le monde, mais qui est une idée qui en fait est extrêmement perturbante. C'est une idée extrêmement désirable et je pense que on est tous contents d'être dans un monde
qui considère que l'égalité est une valeur, mais en même temps c'est une idée extrêmement perturbante parce qu'on ne sait plus quelle est notre place dans ce monde-là, et donc c'est de là que vont découler tous les bouleversements qu'on raconte dans les films 3 et 4. Pour compléter, parce que on a commencé à apparaître comme d'affreux inégalitaires, ce qui serait quand même aller un peu trop loin. La nation a des éléments positifs, la nationalité. Ce qui est en danger, enfin ce qui est dangereux, c'est la notion d'authenticité. Et c'est pour ça que l'antisémitisme en tant que tel n'apparaît qu'à la fin du 19e siècle, aux alentours de 1880, quand commence à apparaître, moi ce que j'ai appelé quelque part, des idéologies authentitaires. Et quand vous êtes dans une idéologie authentitaire, vous définissez que la nation a quelque chose qui crée une réalité, et que ce qui ne correspond pas à cette authenticité de la nation doit être rejeté. Alors, si vous êtes en Allemagne, comme la société allemande a une pensée de type racial, on va faire une division selon la race. Quand c'est en France, on ne peut pas parler de race française, il faut beaucoup d'imagination pour trouver une race française entre des Bretons, des Alsaciens et des Provençaux. Je vous garantis que trouver une race française, il faut se fatiguer. Donc, on renvoie à l'histoire. Alors, par exemple, Maurice Barrès dit la terre, elle est morte. Donc, les Juifs ne font pas partie de la terre. Ils ne font pas partie des morts. Maurras dit les trois États, les Juifs, les francs-maçons et les protestants. Ce n'est pas la vraie France. Et vous voyez, cette notion d'authenticité qui est au centre des idéologies, disons, à la fois anti-modernes et, disons, clairement de droite, dans les sociétés européennes de la fin du 19e siècle, se retrouve reproduite dans le monde musulman, pas dans votre période, s'arrêtant à 45, mais plutôt dans la période suivante, dans des idéologies islamistes. Les frères musulmans ont exactement le même raisonnement que les nationalitaires ou authentitaires européens de la fin du 19e siècle, cette notion d'authenticité, d'assalam, et tout ce qui n'est pas authentiquement musulman doit être rejeté. Sur la manière peut-être de raconter cette histoire-là, on le voit dans le film, on le voit dans cet épisode-là, à quel point les intervenants, qui sont des historiens, des spécialistes du sujet, sont aussi complètement pris par cette histoire. Je crois que ça aussi, c'était un choix à la fois de réalisateur et d'auteur, de mettre des intervenants pour lesquels cette histoire a une résonance particulière. Oui, donc on a fait effectivement le choix des intervenants. L'idée, c'était, on l'a fait avec Marc Ball, qui est dans la salle, qui a beaucoup travaillé là-dessus. L'idée, c'était que les gens soient impliqués dans cette histoire d'une manière ou d'une autre. Donc, pour la plupart des intervenants, ce qui était le plus simple, c'était que finalement eux-mêmes soient, disons, pas forcément juifs ou musulmans eux-mêmes en tant que croyance ou qu'appartenance idéologique, mais en tout cas qu'ils soient issus de cette histoire. Et parce que ça fait qu'on la raconte différemment quand on raconte une histoire dont on est l'héritier d'une certaine manière. On est plus impliqué et aussi ça permettait, ça se voit pas trop dans l'épisode 3, mais ça se voit un petit peu avec El Lashohat par exemple, et ça se voit plus dans l'épisode 4. C'est-à-dire qu'après, la personne qu'on a vue comme un historien relativement distancié, tout d'un coup devient aussi un témoin et un acteur de cette histoire. Ça avait aussi, en fait, il y avait une sorte de nécessité à faire comme ça. Bon, encore une fois, c'est pas le cas de tous les intervenants, mais qui en ait une bonne partie, une majorité qui soit dans ce cas-là, parce qu'il fallait arriver à établir une histoire commune. C'est-à-dire que même si chacun a sa sensibilité, les faits sont les mêmes. Donc que l'historien soit donc issu d'une histoire plutôt côté juif ou plutôt côté musulman, finalement on se rend compte que sur la relation des faits, ça ne change pas et qu'on est d'accord sur un socle commun. Et après, par contre, l'interprétation peut varier, mais finalement pas non plus. Enfin, jusqu'à un certain point, on n'a pas un hiatus, on n'a pas deux histoires qui ne peuvent pas du tout coïncider. Et la nécessité vraiment, c'était d'arriver à raconter une histoire, une sorte de méta-histoire, enfin d'arriver à faire, à partir de ces deux récits qui se mêlent dans un flux commun, de faire
une seule et même histoire, tout en intégrant ces deux points de vue à l'intérieur. Mais ce qui est un peu, d'ailleurs, ce qui se dit juste à la fin de l'épisode 3, où on voit bien que les intervenants ont un regret sur cette séparation, finalement. Il y a un vrai, enfin, je ne sais pas si vous l'avez senti aussi, hein, mais qu'on sent que là, ils ont une émotion particulière quand ils parlent de regretter cette séparation des chemins. Oui, ben c'est une histoire douloureuse. Donc pour tous les gens qui en sont issus, c'est une histoire douloureuse. Je veux dire, bon, après, évidemment, on n'a pas choisi non plus dans les historiens qu'on a interviewés des gens qui étaient des idéologues, qui étaient des gens qui défendaient une thèse. Totalement radical sur le point de vue de cette histoire. Donc on n'a pas choisi, pour être plus précis, ni des sionistes extrémistes, ni des nationalistes arabes farouches ou des islamistes. On a choisi des gens qui avaient une certaine distanciation qui vient aussi de leur pratique scientifique, c'est-à-dire que les sciences humaines sont des sciences, donc il y a tout ce processus, disons, de critique et de validation réciproque par les pairs qui fait que toute personne qui est un historien sérieux va toujours prendre en compte le regard de l'autre sur ce qu'il est en train de raconter. Mais donc, évidemment, il était important de faire une part au fait que c'est une histoire douloureuse, c'est une histoire qui fait mal, c'est une histoire dont du coup les héritiers, dans la mesure où ils sont un minimum honnêtes dans leur regard sur cette histoire qui est aussi la leur, prennent en part cette douleur du manque, c'est-à-dire d'avoir été séparés de l'autre qui avant faisait partie de lui, faisait partie d'une même société ou d'une même histoire quand on remonte 2 ou 3 générations en arrière. Alors on va peut-être vous laisser la parole un peu si vous avez des questions. Ah, je vois qu'il y a déjà des mains levées. Est-ce que ça serait possible de faire circuler des micros ? Ils sont là. Ah, très bien. Monsieur qui a levé la main très très vite. Qui dégaine plus vite son nombre. Si. Dites peut-être, juste dire à qui s'adresse la question spécifiquement, voilà. Enfin, ça s'adresse à ceux qui ont fait le film, donc le réalisateur et l'imminent qui a été conseiller de ce film. Moi, il y a pas mal de choses à dire, donc je m'auto-censure, sinon je garderai la parole. Juste 3 petites remarques. Ce sont des interrogations, parce que je ne les comprends pas dans le film. Le film, il est très très bien structuré, très très bien fait, à tel point que si on le voit de manière passive, on a l'impression que c'est la vraie histoire. Donc il y a une grille de lecture qui est intéressante. Et une grille de lecture, maintenant, elle est devenue classique. Elle est vraiment classique. Elle est bien travaillée, bien structurée. D'où le fait que les choix des intervenants, ce ne sont pas des gens qui prennent beaucoup de recul, c'est pas vrai. Parce qu'au niveau du recul, il y a eu pas mal de gens qui ont réfléchi sur l'islam, ou sur les musulmans, et sur les juifs, et sur la cohésion de la communauté. J'en cite quelques-uns. Bizarrement, ils n'ont pas été cités. Maxime Rodinson, qui a beaucoup travaillé sur le monde musulman. Par exemple, dans les réformes de l'islam, il y avait Ibn Oubadis. Puisqu'on parle du programme de Constantine, il a été un des réformateurs de l'islam. On a beaucoup polarisé sur le mufti de Jérusalem avec une association de Himmler, avec des comme ça, mais on ne connaît pas très bien pourquoi on a beaucoup polarisé sur ce mufti pour parler des musulmans. Parce que les musulmans, il y a eu pas mal de choses dans le cas des empires coloniaux. Et puisque vous avez parlé des lois Crémieux, moi je connais une histoire sur l'Algérie qui a été passée sous silence. Au niveau des lois Crémieux, il faut savoir qu'il y avait des juifs qui ont choisi la question algérienne d'emblée, comme Henri Alec par exemple, qui n'ont pas été cités, je peux en citer d'autres. C'est-à-dire, ma question elle est simple. Voilà. Pourquoi cette grille de lecture qui, moi personnellement, je le trouvais bien intéressant, bien documenté. Je m'attendais à une histoire beaucoup plus intéressante, y compris le séjour de Karl Marx à Alger. D'accord. Donc votre question, c'est finalement sur le choix des faits qui sont présentés. Peut-être
Karim Miski d'abord, et puis vous aurez sûrement des... Je dirais, bon, une première chose, c'est que ce sont des 52 minutes, donc évidemment pour raconter, là on a de 1789 à 1945, donc un peu moins de 2 siècles, donc en 52 minutes, si vous comptez le nombre d'années par minute, ça va assez vite. Le nombre de pays. Et le nombre de pays, c'est une histoire. L'Algérie est un, on en parle pas mal, mais je veux dire déjà on en parle beaucoup. Ça aurait été difficile d'en parler plus. Parce que c'est l'histoire des Juifs et des musulmans en général. C'est pas une histoire algérienne uniquement, même si évidemment on est en France et l'Algérie joue toujours un rôle important dans cette histoire. C'est très compliqué de répondre à une question aussi générale. Alors la question, sur le pogrom de Constantine, le rôle de Ben Badis, c'est vrai que nous on n'est pas parti non plus dans une histoire qui était religieuse. Bon, vous parlez de Maxime Rodinson, etc. C'est vraiment historique. Donc du coup. Effectivement, voilà. Alors après, sur la question du Moufti de Jérusalem, le Moufti de Jérusalem, c'est quand même un personnage important. C'était le leader du nationalisme des Arabes de Palestine à cette époque-là, et c'était important de montrer que à la fois il avait été très clairement, il avait choisi son camp puisqu'il est parti chez les nazis, mais qu'en même temps, bien qu'il ait eu tous les moyens que lui ont donné à la fois l'Allemagne nazie et l'Italie de Mussolini pour faire une propagande antisémite et pour essayer de recruter pour les forces de l'Axe, ça n'a pas marché. Et donc c'était important de montrer ça, c'est-à-dire que oui, c'est un personnage important du nationalisme des Arabes de Palestine, on disait pas encore les Palestiniens à l'époque, mais en même temps, finalement, il a eu beau faire, malgré tout sa propagande n'a pas fonctionné, et en fait la plupart des musulmans qui se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale l'ont fait du côté des Anglais et des Français. Bon, je vais pas m'étendre plus sur la réponse, je sais pas si... Moi, je dirais que vous n'avez pas cherché à faire une histoire lacrymale. Comme on dit, c'est-à-dire toujours le catalogue des souffrances et des victimes à travers les siècles. Vous avez tenté d'ailleurs tout à fait réaliser, c'est une histoire nostalgique, parce que finalement beaucoup de vos intervenants exprimaient une nostalgie d'un temps qui n'est plus là. Bon, pour Maxime Rodinson, je ne sais pas pourquoi, que je suis entré tout à l'heure dans cet auditorium, j'ai pensé à Maxime, parce que je me rappelais avoir tenu il y a une vingtaine d'années un grand débat avec lui, juste à cette place. J'étais très proche de Maxime Rodinson, et ce qui expliquait la position de Maxime Rodinson dans ces débats, il faut quand même le rappeler, c'était son athéisme radical, qui faisait qu'il était à la fois juif et intéressé au monde musulman, mais au nom, enfin, il n'avait pas besoin de proclamer ou de hurler « je suis athée », mais c'est par ce matérialisme, puisqu'il était marxiste enfin la plupart du temps de sa vie, qui expliquait son ouverture d'esprit sur les mondes juifs, et il refusait qu'on le relègue dans une identité spécifique, qu'elle fût juive ou qu'elle fût autre chose. Et finalement, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, le plus grand hommage qui a été rendu à Maxime Rodinson, c'était par l'autre juif grand français de l'époque, qui était son adversaire politique, y compris sur l'État d'Israël, qui était Raymond Aron. Et Raymond Aron a une page admirable dans ses mémoires, faisant un magnifique portrait de Maxime Rodinson. On sent une profonde admiration de Raymond Aron sur Maxime Rodinson. Voilà, je pense que c'est vrai dans un documentaire comme celui-là, on ne peut pas nécessairement tout dire, et il faut se rendre compte, 14 siècles sur tous les pays qui peuvent exister. Il y a eu forcément et nécessairement des choix. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres questions sur certains choix qui ont été faits, faut pas hésiter. Mais je vais vous demander juste une petite anecdote qui est assez intéressante. C'est SS bosniaque, musulmans majoritairement levés par le Mefti de Jérusalem. Ça, c'est un épisode ignoré de l'histoire de France. Ils ont été envoyés par les nazis en France, à Villeneuve de Rouergue, et ils se sont révoltés contre les nazis. Ils ont pris le contrôle de Villeneuve de Rouergue, ils ont tué leurs officiers à
allemands, et puis évidemment les nazis se sont précipités pour les détruire, et donc la plus grande partie ont été tués dans la mutinerie, et les survivants se sont réfugiés dans les maquis de la Montagne Noire, où ils ont pu rentrer en Yougoslavie en 1945. Voilà, je vais juste vous demander de faire des questions à la limite plus courtes, juste pour que tout le monde puisse s'exprimer. Je ne sais pas, après. Voilà. Oui, je connaissais bien Maxime Rodinson et j'ai fait 19 cassettes où je lui ai posé avec Gérard Coury des tonnes de questions. Si un jour ça vous intéresse, j'ai fait ça avec un chef opérateur. On a été chez lui et c'est très très intéressant. Maintenant, je vais vous dire, je trouve votre film intéressant, mais c'est certain qu'on pourrait faire 4 ou 5, 52 minutes. C'est énorme. C'est énorme comme sujet. Mais il y a une chose qu'il faut dire, c'est la méconnaissance de l'Occident par rapport à l'Orient. Quand vous pensez que même Theodor Herzl croyait qu'il n'y avait personne en Palestine depuis 2000 ans, il est arrivé là-bas, après avoir fait tout son truc, il écrit à sa mère « Ah, nous serons la civilisation contre la barbarie ». Il a vu que des barbares, vous vous rendez compte comment ils sont habillés, comme ils sont moches et tout. Je vais vous demander vraiment... Alors, moi, je voudrais vous poser une autre question. Il y a un truc qu'il faudrait faire aussi, c'est penser au pétrole. Vous croyez que la déclaration Balfour aurait été faite sans le pétrole ? On est en 1917, il n'y a plus un rond. On croyait que la guerre allait être liquidée. Le seul qui a des sous, et on sait qu'on ne peut plus faire la guerre avec des pantalons rouges et des sables, le seul qui a des sous, c'est Rothschild. Et Rothschild, qui n'était pas pour le sionisme, il aurait été bien bête de ne pas accepter. Du coup, il va tirer le tuyau qui va de Mossoul, du Koweït à Haïfa. Et si on a donné Haïfa, c'est pas un hasard, on lui a pas donné la Judée, c'est parce que c'était le port que Napoléon III avait retapé, 70 000 habitants, je me rappelle de la Villa Coury, magnifique. Donc votre question, c'est pour savoir... Alors, ma question, il faut pas oublier le pétrole, personne n'imagine ce que le fric que ça a généré, c'est incroyable. Et la deuxième question, et qu'on oublie toujours par rapport à l'antisémitisme, c'est le communisme. À Évian, mon grand-père, à chaque fois qu'ils ont essayé de mettre les juifs pauvres quelque part, on leur disait « Vous prenez un juif, vous prenez un communiste ». Et ça a été terrible. C'est Gromyko qui a fait voter aussi l'État d'Israël. Donc derrière tout ça, il y a du politique, il y a du financier, il y a ce que vous avez fait est remarquable, mais il y a encore 4 films à faire. Oui, d'accord. Donc en fait, c'est pourquoi les questions économiques... Continuez. Voilà. Donc pourquoi les questions économiques ne sont pas nécessairement... Voilà, donc oui, allez-y. Si l'économique régissait l'intégralité de l'histoire, ce serait plus facile. Parce que les entreprises, les intérêts peuvent se concilier dans des compromis, dans des deals. L'économique ne suscite pas nécessairement des passions. Or, les passions nationales, les passions religieuses, elles sont beaucoup plus violentes que ceux que peuvent exprimer des intérêts économiques. Cela dit, il est évident que les auteurs de la déclaration Balfour avaient des visions stratégiques. Dans le contexte de novembre 1917, il ne s'agit pas de pétrole de façon précise, mais plutôt de l'influence supposée des Juifs sur la politique en Russie et aux États-Unis. Vous avez raison sur Haïfa, mais ce serait plutôt à décaler d'1 an. C'est plutôt à la fin 18, quand les Anglais et les Français d'ailleurs ont la conviction, qui est d'ailleurs tout à fait réelle, qu'ils ont gagné la Première Guerre mondiale sur un flot de pétrole. Pour avoir une idée simple, l'armée allemande de 1918, elle devait avoir 10 000 voitures et camions. L'armée alliée en avait 250 000. Alors ça vous permet de comprendre pourquoi les armées alliées en 18 ont gagné la guerre, parce qu'ils avaient des pétroles, qu'ils avaient des camions, des voitures, des tanks,
et des avions que les Allemands n'avaient pas. Donc évidemment, c'est un facteur stratégique. Mais ce n'est pas monétairement intéressant. Je veux dire, en 1919 ou 1920, le pétrole, en termes de rentabilité économique, c'est peanuts. L'essentiel des économies industrielles repose sur le charbon. Et non pas sur le pétrole. Il faudra attendre 30 ou 40 ans. Encore, le pétrole est indispensable pour faire la guerre. Peut-être, Karim, sur la grille de lecture, justement, qui a été choisie, peut-être plus par rapport à ça. Comment effectivement évacuer? Il y a plein de manières, j'imagine, de raconter cette histoire. Vous en avez choisi une grille de lecture particulière, et justement, dans laquelle vous ne parlez pas d'économie, vous ne parlez pas nécessairement de toutes les idéologies. Quelle est la grille de lecture que vous avez essayé de... La grille de lecture, elle est effectivement beaucoup plus par rapport au nationalisme. C'est vraiment ça. Bon, moi, je pense que l'idée, disons, qui m'a le plus inspiré, je pense que c'est une idée très simple qui est développée par Hannah Arendt dans l'impérialisme, le 2e tome des origines du totalitarisme, où elle parle du nationalisme tribal. On parlait tout à l'heure de la décomposition des empires. Et donc, dans la décomposition des empires, ce qui se passe, c'est que ce qui reste, c'est le nationalisme réduit à l'ethnie, disons à l'ethnico-religieux, on va dire. Et donc, la nation ne peut être que liée à une ethnie ou une religion, ou en général les deux particulières. Voilà, il y a cette interview donc d'Henri Laurence au début où on explique qu'est-ce qui légitime le fait de vouloir créer une nation, le fait d'avoir eu un royaume. Donc il y a les exemples qui sont donnés comme la Serbie, la Pologne. Ce sont des exemples tout à fait typiques, comme toutes ces nations d'Europe centrale ou orientale, de nationalisme tribal, c'est-à-dire et donc c'est tout le problème qui se pose à la fin de la Première Guerre mondiale, où il y a beaucoup moins de minorités qu'avant la Première Guerre mondiale, mais en fait ces minorités n'ont plus de place dans les États qui se sont créés. Et en fait le sionisme et le nationalisme arabe sont deux idéologies qui vont naître au tournant du siècle, au tournant du 19e et du 20e siècle, et qui vont effectivement créer par nature, on va dire, l'exclusion de l'autre. Et c'est en gros ce mouvement-là que l'on suit. Donc c'est pour cette raison-là qu'évidemment les questions économiques, d'autres questions sont reléguées au second plan, que ce qui nous intéresse, c'est de suivre, c'est vrai, le développement de ces passions-là et de voir comment ça va générer la séparation, puis le conflit où on pense que l'autre est un ennemi par nature. Moi, j'ajouterais aussi, c'est peut-être l'essence du problème sur la période, l'inégal accès à la modernité occidentale. Dans les pays musulmans, pour des tas de raisons historiques, les minorités sont beaucoup plus ouvertes à l'Occident que la majorité musulmane. Alors, c'est encore plus vrai pour les chrétiens que pour les juifs, puisque les chrétiens d'Orient sont ouverts sur l'Europe depuis le XVIe siècle. Ils sont encadrés par des missionnaires catholiques depuis le XVIe siècle. Autrement dit, quand commence la phase de modernisation, ils sont tout simplement beaucoup mieux éduqués, beaucoup plus alphabétisés, etc. Et pour les Juifs d'Afrique du Nord, l'arrivée massive des gens de l'Alliance israélite universelle les alphabétise en français. Et donc, dans la disparition des Juifs en terre d'islam, je crois qu'il faut prendre en compte à la fois les facteurs de répulsion, c'est-à-dire qu'ils ont été éjectés, mais aussi les facteurs d'attraction. Ils ont été attirés vers l'extérieur. Et on le voit très bien dans votre 4e épisode. Il faut avoir à l'esprit, soit vous êtes attiré pour des raisons religieuses vers l'État d'Israël parce que ça correspond au Messie, enfin à la religion juive, soit par nationalisme juif, soit vous êtes attiré par l'Occident. Et aujourd'hui, les Juifs du monde arabe, ils sont soit en Israël, soit en Europe de l'Ouest, soit en Amérique du Nord.
Et ce que l'on voit très bien, c'est que dans ces communautés juives du monde arabe reconstituées à l'extérieur du monde arabe, se construit cette nostalgie d'un passé. Parce que de toute façon, ils ne pourraient pas exister en tant que groupe s'ils n'avaient pas cette nostalgie. Si vous êtes des anciens juifs irakiens, même de seconde, troisième ou quatrième génération, si vous êtes des juifs égyptiens ou des juifs syriens, si vous voulez conserver une identité de juif syrien ou irakien ou égyptien, et que vous êtes à Los Angeles, ce qui est le cas assez souvent, il faut conserver un souvenir de cette existence en terre d'islam. Sinon, vous disparaissez. C'est pour ça que je dis que c'est un film non pas victimaire, mais nostalgique. Voilà. Je vous rappelle si vous pouviez faire des questions plutôt courtes et des questions surtout. Voilà. Oui, je voudrais poser une question très simple qui s'adresse au réalisateur, à Karim Miske. Je crois avoir rêvé, j'en sais rien, et c'est pour ça que je voudrais avoir une confirmation. À un moment, vous parlez d'arabes juifs et d'arabes musulmans. Donc finalement, l'histoire se résume à un peuple avec deux religions. Il y en a trois. Oui, il y a aussi les Arabes chrétiens. Ce sont des intervenants qui en parlent. C'est pas tout à fait pareil. Comment dirais-je ? Les questions d'identité sont toujours complexes. Donc, moi, je parle pas à la place des gens. Je pense que il y a des Juifs qui viennent du monde arabe et qui vont revendiquer d'être des Juifs arabes ou des Arabes juifs. Non, mais je dis pas que c'est la même chose. Je dis que moi, je parle pas pour les autres. Et il y en a d'autres qui ne vont pas du tout revendiquer ça. Moi, j'ai des amis, par exemple, juifs algériens. Certains dans la même famille vont revendiquer qu'ils sont juifs arabes, et d'autres pas du tout. Ils ne sont que français pour eux. Donc voilà. Non, je pense pas qu'on puisse. C'est un peu comme la question. Il y a des gens qui veulent de l'extérieur dire non, les juifs ne sont pas un peuple, ça n'est qu'une religion. Moi, je crois que c'est aux personnes de savoir après comment ils se relient de manière complètement individuelle à l'identité qu'on veut des fois leur coller. Donc, j'ai pas de réponse à donner moi à cette question, et ça ne peut certainement pas se résumer à l'idée un peuple qui est séparé en plusieurs religions, en plusieurs communautés. Et Laurence, non. Non, j'ai pas de. Vous savez très bien que les identités, elles se construisent à la fois par des choix personnels et par le regard de l'autre. Et que c'est toujours un mixte. Et en plus, elles se construisent toujours non pas dans l'abstrait, mais dans des situations. Du coup, quelqu'un peut se dire telle chose à tel moment dans telle situation et se redéfinir quelques heures après autrement dans une autre situation. On va prendre une dernière question. J'ai deux petites questions très, très rapides. Je sais que j'ai vu toute la série et il me semble que dans le 4e épisode, vous ne mentionnez pas Deir Yassin. Et ma question suivante est, je sais que votre DVD vient juste de sortir. Est-ce que vous avez reçu des invitations pour présenter votre film dans les pays arabes et musulmans ? Merci. C'est juste au début. Il se peut qu'on aille le présenter au Maroc, mais c'est encore pour l'instant, c'est pas encore très clair. Oui, effectivement, on parle pas de Deir Yassin pour différentes raisons, notamment parce que dans l'épisode 4, si vous voulez, alors dans l'épisode 3, comme je le disais, c'est expliqué. Oui, pardon. Donc Deir Yassin, c'est un massacre commis par l'Irgun, le groupe Stern, je pense, juste donc au moment de la guerre civile en Palestine, juste avant la déclaration d'indépendance par Ben Gourion de l'État d'Israël. Donc c'est une histoire très intéressante d'ailleurs, terrible évidemment comme tout massacre, mais intéressante parce qu'à l'époque en fait ceux qui ont commis le massacre ont surestimé le nombre de morts parce qu'en fait le but c'était de faire peur et qu'on n'était pas dans une époque où il fallait minimiser parce que ça faisait pas bien de faire des massacres. Donc on n'en parle pas
notamment parce qu'on n'a pas pu rentrer en fait simplement dans tous les détails de cette guerre là, et ensuite des guerres israélo-arabes. C'est pas un film sur le conflit israélo-palestinien, c'est un film qui raconte comment le conflit, sur l'épisode 4, ça raconte comment le conflit israélo-palestinien est devenu le déterminant central de cette relation entre juifs et musulmans, et comment en fait il est devenu impossible d'être juif ou d'être musulman dans le monde contemporain sans avoir une référence à ce qui se passe au Proche-Orient, en Israël et en Palestine. Donc du coup, voilà, on n'est effectivement pas rentré dans tous les détails, et le point important pour nous, c'était la question de la Nakba. Et c'était la question de, sans rentrer dans tous les détails de ce qui s'était passé, de comment on a deux récits qui vont se créer l'un contre l'autre, qui vont être deux récits de catastrophes, comme explique Gilbert Achcar dans l'épisode 4, c'est le même mot qui désigne donc Shoah en hébreu, Nakba en arabe, ça veut dire la catastrophe, même si évidemment en termes d'événements ce sont des événements complètement différents, mais ça devient en fait le fondement de deux récits nationaux et de deux récits en fait qui vont être au cœur de ce que vont être les identités juives et musulmanes contemporaines. Peut-être je vais vous demander un mot de conclusion à tous les deux. Alors comment on résout le conflit israélo-palestinien ? Non, bon, écoutez, vous allez me faire perdre mon gagne-pain. Non, je vois pas comment le... Enfin... Non, mais je sais pas s'il y a vraiment une réponse à ça, mais je pense que quand on voit en tout cas la série, j'espère que vous allez la voir et que vous aurez l'occasion soit de voir l'épisode 4, qui évidemment, là vous avez vu les prémices, mais l'épisode 4 poursuit cette histoire, vous pouvez le voir sur Arte Plus 7, ou alors en DVD, mais il y a vraiment, c'est comme une histoire inachevée. Mais par définition, toute histoire est une histoire inachevée. Ce que je peux dire, si vous voulez, simplement, les diplomates ont depuis plus de 15 ans maintenant, enfin disons 13 ans, défini une solution politique qui est extrêmement documentée, qu'on appelle les paramètres de Clinton, l'accord de Genève de 2003, etc. C'est une sortie possible du conflit. Bon, sur le terrain, on en est extrêmement loin. Mais ça, c'est tout le problème, justement, entre ce qu'on peut appeler un regard raisonnable, qui peut être éventuellement le regard de politique ou des diplomates, et puis les aspects passionnels qui sont à la fois les passions nationales et les souffrances engendrées par l'histoire. Une histoire vivante est une histoire souffrante. Mais justement, ce qui a été fait dans ces 4 films, je dis, ne sont pas une histoire souffrante. Et je reviens, parce que ça m'a paru être la grande qualité du travail, on pourrait vous lire comme une histoire nostalgique, d'un temps passé qui n'a pas été nécessairement totalement heureux, mais qui, parce qu'il a été tel quel, est peut-être une promesse pour le futur. Bon, ben voilà, je crois que c'est le meilleur compliment. Merci, non ? Oui. Merci beaucoup. Je vous remercie d'être resté veille de week-end, d'être venu pour voir ce film. Et puis voilà, les intervenants sont là. Ils vont peut-être pas rester très longtemps, mais si jamais voilà, vous avez des dernières questions à poser, vous le faites en tête-à-tête. Merci beaucoup.